Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Dans lequel se retrouve le président français bientôt sortant, Emmanuel Macron. Je voudrais d'abord m'expliquer sur le thème. Pourquoi je parle de blocus d'Emmanuel Macron? Parce que la communication officielle du gouvernement français concernant le Sahel, et notamment l'Alliance des États du Sahel, et notamment la capitale de la charte de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, a consacré depuis maintenant plus d'un mois à marteler dans le crâne des plus naïfs et des plus inavertis d'entre nous l'idée que le Mali, son gouvernement, son président serait sous blocus des terroristes mercenaires qui, instrumentalisés bien sûr par l'OTAN depuis le saccage de la Libye en 2011, ensanglantent le Sahel, le golfe de Guinée, l'Afrique centrale, le bassin du Congo et même maintenant le bassin du Zambèze. On a voulu faire croire aux gens en France, en Europe, dans le monde, à travers l'Afrique, que le Mali était sous blocus, que le gouvernement du Mali était sous blocus, que le président malien, son Excellence Monsieur le Général d'Armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, était sous blocus, qu'il était littéralement incapable de bouger le petit doigt. Ce qui n'a rien à voir avec la réalité effective sur le terrain. Sur le terrain du Mali et de l'Alliance des États du Sahel, sont sous blocus les terreaux-impérialistes et leurs patrons. Jamais, depuis plus de 10 ans, les terroristes et leurs patrons impérialistes sponsors qui avaient saccagé la Libye n'avaient été en situation d'infériorité comme ils le sont aujourd'hui. Les maîtres de la puissance de feu dans l'espace aérien, Mali, Burkina et Niger, sont les armées du Mali, du Burkina et du Niger, et ceux qui donnent le là de la politique dans toute la sous-région ouest africaine, et même maintenant dans tout le continent africain, ce sont les dirigeants de l'AES. L'Afrique tout entière a son baromètre, dans le Sahel. Et les événements sahéliens ont une valeur thérapeutique large, vaste, profonde, immense pour les Africains, pas seulement dans le continent, mais dans tous les autres continents du monde et dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens, où l'Afrique mondiale est galvanisée par l'action d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, d'Abdourahmane Tchani. Leurs discours sont religieusement suivis sur tous les continents, dans toutes les îles, dans toutes les communautés africaines éveillés, qui ont bien compris que this is time for Africa, l'heure de l'Afrique a sonné. Ainsi, contrairement à la propagande massive, à la propagande mensongère, à la propagande manipulée, délirante, une propagande amphigurique, une propagande frelatée, que France 24, RFI, TV5, Jeune Afrique, Le Monde, toute la presse stipendiée de France et de Navarre, malgré vraiment toute la campagne qu'ils ont menée pour enterrer le Mali dans leurs esprits, le Mali est vivant, le Mali est pimpant, le Mali est en mouvement. Dans la même période où il racontait n'importe quoi sur le Mali, le président Assimi Goïta inaugurait une nouvelle usine de fabrication, d'extraction et de fabrication de lithium. Dans la même période où il racontait n'importe quoi sur le Mali, le gouvernement malien trouvait la solution idoine pour punir sévèrement ceux qui tentaient d'asphyxier artificiellement le système d'approvisionnement en carburant du territoire du Mali. Au moment même où il fabriquait toutes ces histoires-là, le peuple malien
démontrait sa maturité, sa profondeur, sa densité, sa résilience. Et avec discipline, avec courage, intrépidité, ce peuple campait fortement autour, non seulement de l'armée, mais encore plus étroitement du gouvernement et du chef de l'État. Le coup d'État énergétique a échoué. Il devait échouer et tous les prochains coups d'État de la même nature vont échouer. On a donc appelé cela abusivement blocus. Les bien-pensants de la géostratégie, la géopolitique néocolonialiste française ont élaboré le concept de blocus qu'on retrouvait dans l'AFP, dans France 24, dans RFI, dans Jeune Afrique, dans Le Monde, dans TV5. Ils s'étaient passé le mot, le Mali sous blocus. Comme on dit chez nous à Abidjan, déjà, blocus là, c'est même ici à Paris que ça va arriver. Il y a une loi, l'une des 7 lois fondamentales du cosmos, et qui fait partie de la loi unique et multiple du cosmos. C'est la loi de l'action-réaction. Selon cette loi, ce que tu fais, te fait. Ce que tu fais, te fait. Si tu veux du bien pour les autres, tôt ou tard, tu récolteras du bien. Si tu veux du mal pour les autres, tôt ou tard, tu récolteras du mal. Et cela en stricte proportion de ce que tu as fait. Dans le domaine de la science physique, cette loi existe. On l'appelle en effet la loi de la réfraction ou de la réflexion. C'est une loi qu'on trouve dans un chapitre particulier de la physique qui s'appelle l'optique. On parle de l'angle de réfraction et de l'angle de réflexion. On sait que les angles sont équivalents. La manière dont un rayon de lumière vient frapper ou pénétrer une surface détermine l'angle en fonction duquel, à l'intérieur de cette nouvelle surface, le rayon de lumière est dévié. C'est une application en physique optique de la loi d'action-réaction. Ce que tu fais là, ça te fait. C'est comme tu viens, c'est comme ça que tu t'en vas. C'est comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. On peut trouver plusieurs applications de ce principe dans plusieurs domaines de la vie. C'est un principe vérifiable. C'est un principe attesté. Et sur le plan de la métaphysique de l'existence humaine, il faut que vous sachiez que ce principe est absolument vrai. Nous sommes des créatures de l'être créateur absolu. Il y a sûrement très longtemps qu'il nous a créés. Nous sommes actuellement dans la forme humaine, selon la tradition africaine. Mais nous n'avons pas toujours été dans la forme humaine. Notre âme est passée par plusieurs formes avant de s'incarner dans la forme humaine. Et tant que nous n'aurons pas été capables de refléter pleinement, suffisamment, la lumière de celui qui nous a créés, nous aurons 2 possibilités, soit celle d'être réincarnés sous une forme plus ou moins avantageuse, soit la possibilité d'être introduit dans la vie éternelle des âmes, c'est-à-dire débarrassé de toute réincarnation supplémentaire. Dans la tradition africaine, voilà pourquoi Birago Diop a écrit « Les morts ne sont pas morts ». Il expliquait que la vie est un cycle. Or, si vous comprenez que la vie est un cycle, alors vous êtes obligé de comprendre que on paye toujours tout ce qu'on fait. Puisqu'on n'a pas en réalité une seule vie. Ça, c'est le vulgaire qui pense qu'on a une seule vie. Celui qui connaît l'histoire de l'âme humaine, c'est que l'âme humaine, en réalité, a plusieurs opportunités de vivre pour pouvoir réaliser ce pourquoi le Tout-Puissant nous a créés, à savoir que nous nous efforcions de l'imiter par l'adoration, par le comportement, par la création, vraiment que nous nous efforcions d'être à sa ressemblance morale. Tant que nous n'avons pas rempli ce programme, nous avons 2 risques. Premier risque, l'involution jusqu'à la disparition totale. Deuxième risque, une évolution lente. Et nous avons une grande promesse, c'est à un moment donné
le Tout-Puissant estimant que nous avons bien fait notre travail de créature, peut nous épargner une autre réincarnation. Cela veut dire que tout ce qu'on fait, on le paye. Certains ne payent pas dans la vie que vous voyez, ils paieront dans une autre. Dans tous les cas, on paye. Et ça, c'est un domaine extrêmement subtil, dans lequel la loi dont je vous parle, à savoir la loi de l'action-réaction, que mes ancêtres Bassa Bantou appellent Temnigné, cette loi est valable. Que personne ne vous mente. Les dictateurs qui ont passé tout leur temps à tuer des gens, ils vont payer. S'ils ne payent pas dans cette vie-ci, ils vont payer dans la suivante. Tout le monde paye. Dans son intelligence, l'être créateur n'a rien laissé au hasard. Certains ont la chance de commencer à payer dans cette vie-ci. On peut même considérer que c'est une chance pour eux parce que c'est une opportunité qui leur est donnée de réparer et d'améliorer leur chemin vers la lumière. Alors, regardons très sérieusement le cas de M. Macron. Depuis pratiquement au moins 5 ans, il mène la vie dure aux pays africains parce qu'il veut forcer les pays africains à continuer à céder gratuitement leurs matières premières à la France. Il faut absolument que le Niger continue à se laisser voler son uranium. Sinon, ils ne sont pas contents à Paris. Il faut absolument que les pays africains laissent continuer à piller leur pétrole, leur gaz, leur or, leur manganèse, leur coltan, leur lithium, le café, le cacao. Il faut qu'on continue à se faire piller. Le fait que plusieurs pays africains se dressent pour refuser cela a été considéré par le président Emmanuel Macron comme étant un acte d'ingratitude. Il est allé jusqu'à proférer une phrase d'une méchanceté inouïe. Il a dit que l'ingratitude était une maladie non transmissible à l'homme. S'adressant aux pays africains qui ont décidé de mettre fin au pillage français, à l'exploitation éhontée de leurs ressources, le président Macron a dit « L'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme ». Il entendait par là que les Africains ne sont pas tout à fait des hommes, notamment ceux qui ont refusé de continuer à laisser piller leur uranium, leur pétrole, leur gaz, leur or, leur manganèse, leur lithium, leur coltan par l'industrie française. Il a eu des propos d'une dureté incroyable. Comme d'ailleurs l'essentiel de l'élite de la 5e République française, ils ont fait chantage des soldats français morts au Mali, alors que l'Afrique a donné des millions d'hommes pour que la France soit libre. Et qu'il n'y a même pas eu le début d'une réparation des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques, des génocides, des déportations perpétrées par l'armée négrière, l'armée coloniale, l'armée néocoloniale et impérialiste française en Afrique. Ils n'ont même pas commencé à payer l'once d'un sou, alors qu'ils ont fait payer à l'Allemagne les destructions des 2 dernières guerres mondiales jusqu'à l'année 2010. Ils n'ont même pas envisagé de réparer ce qu'ils ont fait à l'Afrique. Ils continuent à l'endetter par le subterfuge du FMI, de la Banque mondiale, des clubs de Paris, de Londres, de Bruxelles et de leur prétendue aide au développement qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'aide que la corde apporte au pendu. Vous avez déjà vu comment la corde aide le pendu à être bien pendu. C'est cela l'aide française au développement, qui n'est rien d'autre que l'argent des pays africains qui est prêté à d'autres pays africains avec intérêt par, le gouvernement français, l'arnaque suprême. Donc, parce qu'il ne veut pas qu'on mette fin au franc CFA, qu'on mette fin à l'occupation militaire des troupes néocolonialistes françaises en Afrique, il ne veut pas qu'on mette fin aux régimes qui sont en réalité à la solde de l'élite néocolonialiste française dans le cadre du système de la France-Afrique, parce qu'il ne veut pas que les pays africains fassent émerger des modèles d'organisation, d'état de droit, non dépendants de la propagande démocratique occidentale. Le président Macron a décrété, il a déterré la hache de guerre et a décrété ce qu'il a appelé la guerre informationnelle contre les panafricanistes. Les panafricanistes
Entendez par là les intellectuels, les leaders politiques, les activistes, les militants, les citoyens qui revendiquent la souveraineté africaine, notamment en utilisant les outils médiatiques nouveaux comme les médias numériques. Tout ce monde-là a été décrété ennemi de la France, coupable d'un sentiment anti-français. Alors que je ne connais pas un seul panafricaniste. Je ne connais pas une seule argumentation panafricaniste qui consiste à dire que les Africains doivent contrôler Paris, que les Africains doivent s'emparer de Bordeaux, qu'ils doivent s'emparer, je ne sais pas, de telle ou telle portion du territoire français, ou qu'ils doivent imposer le séjour de leurs militaires, ou même la domination de leur monnaie sur la France. Nulle part dans l'idéologie panafricaniste, il n'y a de la place pour l'affirmation du droit du peuple noir, du peuple africain, à écraser les autres peuples de la terre. Mais paradoxalement, on fait la guerre aux panafricanistes sur le terrain du droit des Africains. C'est-à-dire, en fait, on vient faire la guerre aux panafricanistes qui défendent simplement les droits légitimes des Africains. Ce n'est pas que Franklin Nyamsi, je ne sais pas, Kemi Seba, Nathalie Yamb, ce n'est pas que nous ayons tenté de voler la tour Eiffel. Ce n'est pas que nous ayons tenté, je ne sais pas, de prendre possession de la ville de Bordeaux ou de la province du Gard. Non. Nous disons simplement, ne vous mêlez plus d'arracher les matières premières de notre continent, l'Afrique. Laissez-nous décider de l'usage que nous en faisons. Retirez vos troupes néocolonialistes et impérialistes du sol africain. Nous disons, ne vous mêlez plus de la désignation de nos dirigeants en Afrique. Nous disons, laissez-nous penser nos modèles politiques en fonction de notre propre civilisation et de notre tradition. En fait, nous disons simplement, laissez-nous faire ce que vous avez le droit de faire chez vous, chez nous. Ce que vous avez le droit de faire chez vous, laissez-nous avoir le droit de le faire chez nous. Ne vous mêlez pas des affaires africaines, comme les Africains, en tant que tels, ne se mêlent pas des affaires françaises. C'est uniquement en raison de cette revendication d'équité, d'égalité, de véritable fraternité, que le président Macron a décrété que les panafricanistes sont des haineux, allant même jusqu'à traiter certains d'entre nous, y compris votre serviteur, de pseudo-intellectuels. Comme si sur le plan intellectuel, M. Macron pouvait nous affronter avec son CV. Il est allé très loin. Il a mobilisé des équipes, des diplomates, etc. pour nous mater. Moi, j'ai rendu ma démission de la fonction publique française le 1er septembre 2025 parce que j'ai tenu à montrer à M. Macron qu'un Africain de ma génération peut vivre sans la solde de la fonction publique française. J'ai tenu à le montrer également pour l'histoire. Enseigner que la liberté, elle ne s'octroie pas, elle s'arrache. Plusieurs panafricanistes ont posé des actes de souveraineté tout à fait comparables, histoire de dire à M. Macron, nous ne nous soumettrons pas. Nous n'accepterons pas d'être des esclaves, comme le furent certains de nos ancêtres. Nous n'accepterons pas d'être des colonisés, comme furent soumis nos parents. Notre génération est la ligne rouge de l'Afrique mondiale. Avec nous, c'est terminé. Nous vivons libres, nous mourrons libres, et on se souviendra de nous comme des hommes et des femmes farouchement libres, qui auront transmis l'héritage le plus précieux qu'on puisse donner aux générations suivantes, la dignité. La dignité humaine. Donc, on a beau expliquer à ces gens que le panafricanisme n'est pas du tout une idéologie de haine contre la France, de haine contre l'Occident, mais une idéologie de la souveraineté, de la communauté politique, la communauté humaine et culturelle africaine, ils ne veulent pas comprendre. Ils s'acharnent à nous envoyer des organisations terroristes sur le continent, à nous couvrir de toutes sortes de sanctions, à nous harceler, à nous persécuter par toute forme d'argutie et de facétie. Ils s'acharnent à nous menacer. Ils s'acharnent à organiser des campagnes médiatiques mensongères pour nous présenter comme des diables, alors que, comme le disait le grand anthropologue français Claude Lévi-Strauss, le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie.
En effet, quand tu pointes ton doigt sur les autres, en disant que ce sont eux les haineux et les méchants, tu as tendance à oublier qu'il y a au moins 3 de tes doigts, voire 4 qui sont repliés sur toi-même. Ils ont donc élaboré, depuis 2 à 3 mois, le thème du blocus sur le Mali. Mais j'ai l'honneur de vous informer que le président Emmanuel Macron est actuellement sous blocus à l'Assemblée nationale française. Je vais vous lire un article qui va vous montrer un vrai blocus. Rien à voir avec ce qu'ils ont inventé dans les médias et qu'ils voulaient bourrer dans les crânes des gens. Vous allez voir ce qui vient d'arriver aujourd'hui même à Emmanuel Macron, ici à Paris, à 130 km de ma position. Je vais aller vous chercher l'information. Je l'ai publié sur ma page Facebook. Je vais vous lire un petit article qui résume la situation grave dans laquelle se trouve le président français Emmanuel Macron, qui actuellement est en déplacement en Afrique du Sud. Mais voici ce qui se passe pendant qu'il est en déplacement en Afrique du Sud. Je vous lis un article, c'est une dépêche du journal 20 minutes, paraissant à Paris. Budget 2026. Avec 404 voix contre, les députés rejettent à la quasi-unanimité le texte du gouvernement. Camouflé, je lis l'article, le budget a été rejeté à l'Assemblée nationale. Ce vote relance les scénarios de passage en force avant l'examen du texte au Sénat. L'Assemblée nationale a infligé dans la nuit de vendredi à samedi un revers majeur à l'exécutif en rejetant très largement le budget 2026. 404 voix contre, une seule pour, 84 abstentions. Après 125 heures de débat, les députés ont repoussé la partie recette, ce qui a fait tomber l'ensemble du texte, sans que la section dépenses ne soit examinée. La gauche et le RN ont voté contre. Une partie de la majorité s'est abstenue ou opposée. Un seul député a voté pour Macron. Un certain monsieur Harold Huart, du groupe Lyot, qui n'est même pas de son parti directement. C'est lui qui a soutenu le projet. Amélie de Montchalin a défendu un travail utile tout en dénonçant des mesures inconstitutionnelles, irréalistes ou inapplicables introduites par les oppositions. Sur X, elle a fustigé l'attitude cynique des extrêmes. Dans le camp présidentiel, Paul Midi évoque des horreurs économiques, tandis que Sébastien Lecornu a déploré des coups tactiques des extrêmes qui rendent la copie insincère.